Donc, je vous propose d'enchaîner sur le quatrième panel qu'a introduit Romane tout à l'heure, villes intelligentes, villes durables. On aura trois intervenants. Emmanuel Evenot, qui a dû nous rejoindre, qui doit être là, qui est professeur de géographie au LIST à l'Université de Toulouse et dont l'une des thématiques, merci, dont l'une des thématiques de recherche porte sur les villes numériques. Alors, j'enchaîne sur les deux autres présentations, puis je reviendrai à vous. Laure Assaf, qui est anthropologue, avec une très belle thèse sur les jeunesses arabes, et Gökçe Günel, qui est professeur d'anthropologie et qui a publié un ouvrage, A Spaceship in the Desert, Energy, Climate Change and Urban Design, in Abu Dhabi, Design, pardon, and Urban Design in Abu Dhabi, un ouvrage publié avec un titre français, Un ovni dans le désert. Voilà. Donc, Emmanuel Evenot, vous proposez une intervention intitulée Entre villes durables et villes intelligentes en articulant, il faut que j'articule, en articulant deux notions clés, le développement durable et la société de l'information, vers une révolution, vers une nouvelle ère qui entraîne sans doute des mutations anthropologiques avec deux camps. Alors, on va voir s'ils s'articulent ou s'ils s'opposent. L'un qui est celui du développement durable, marqué par une forme de techno-pessimisme, et l'autre, celle de la société de l'information, qui prendrait plutôt un techno-humanisme. Donc, je vous laisse la parole pour une quinzaine de minutes. Je vous remercie. Je ne sais pas si le son passe correctement, si tout le monde peut m'entendre. Alors, je vais donc commencer mon propos. Il a été présenté par le dernier animateur du panel précédent comme étant ambition théorique. Alors, je pense qu'il faut surtout que je dise que s'il y a de l'ambition théorique, c'est parce que je ne dispose d'aucune connaissance des terrains qui sont ceux qui sont en débat aujourd'hui. Je ne suis pas du tout un spécialiste des villes arabes, des villes arabes. Je les connais pour avoir lu des travaux d'un certain nombre de gens qui sont aujourd'hui présents, mais pas plus. Donc, mon propos sera forcément un petit peu décalé sur toute une série d'aspects. Alors, j'entendais Madame Marzoumi ce matin qui rappelait que, en fait, la question de la nature en ville avait revêtu des expressions parfois extrêmement diversifiées. Pouvait prendre un grand nombre de formes, ville verte, ville fertile, ville durable, etc., etc. En fait, le sujet qui m'intéresse, mon propos, c'est d'essayer de voir comment les idées apparaissent, comment elles agrègent d'autres idées qui viennent les renforcer, comment les nuances se construisent, comment les contributions s'opèrent, comment certaines idées sont abandonnées éventuellement aussi en chemin, et comment tout ça finit par s'imposer comme un discours cohérent qui s'impose d'évidence pour s'incarner, ou en tout cas se concrétiser dans des politiques publiques. Puisque pour qu'il y ait politique publique, il faut qu'il y ait toute une construction de légitimité, en fait. Donc c'est bien ça, en fait, qui m'intéresse, c'est la construction d'un récit ou de récits pluriels qui s'entrelacent et puis qui finissent par devenir cohérents, de plus en plus cohérents, et qui produisent des objets, qui produisent des équipements, qui produisent des actions de la puissance publique dans des contextes parfois très, très différents. Et ce qui est intéressant aussi, évidemment, c'est la façon dont ces concepts, ces idées, ces notions migrent de contextes sociopolitiques à d'autres. Ça illustre aussi, d'une certaine manière, une forme de géopolitique des idées, en quelque sorte. Mais ça met également en lumière le fait que les producteurs d'idées ou les acteurs qui sont impliqués dans la construction de ces récits sont des acteurs qui sont eux-mêmes très circulants dans le monde, ou en tout cas qui participent de l'émergence d'un certain nombre de modèles qui voyagent et migrent dans l'espace des différents pays. Donc en gros, ce que je m'efforce de mettre en lumière, c'est ce que Peter Haas, en particulier, a appelé des communautés épistémiques. Comment dit, des ensembles d'acteurs qui produisent des idées, qui se retrouvent autour d'un certain nombre de valeurs partagées, de notions fondamentales,
qui puisent dans ce qu'on pourrait appeler des grands récits fondateurs, qui se retrouvent dans un certain nombre d'événements qui font date, qui sont des marqueurs de l'émergence de ces grands courants de pensée, de ces grands corpus d'idées, et qui, d'une certaine manière aussi, permettent de mettre à distance les contradicteurs pour un temps sur l'ensemble de ces idées. Donc, sur l'ensemble des questions qui sont posées aujourd'hui, c'est-à-dire les villes durables, les villes intelligentes, eh bien, il faut partir dans une forme d'archéologie, en quelque sorte, pour essayer de retrouver les idées premières, voir comment elles apparaissent, comment elles sont mises en discussion, par qui, comment elles produisent parfois ce qu'on pourrait appeler des utopies. C'est très intéressant, une utopie, parce que, comme on le rappelait beaucoup d'auteurs contemporains, une utopie, elle se fonde sur un grand récit fondateur. Donc, une utopie, c'est d'abord un livre. Et bien, très souvent, une politique publique, c'est très souvent d'abord des livres de différentes natures, mais qui s'empilent les uns sur les autres et finissent par constituer une espèce de bibliothèque idéale de référence qui permet de construire une argumentation de plus en plus fine, etc., etc. Donc, parmi les mondes sociaux qui constituent ces communautés épistémiques, on peut en évoquer plusieurs. Évidemment, c'est extrêmement touffu, ce qui fait que c'est très ambitieux comme approche si on veut essayer d'être exhaustif. C'est quasiment toujours impossible d'ailleurs, hein. Mais dans ces communautés épistémiques, on peut considérer qu'il y a peut-être, selon certaines théories, mais pas toujours, on trouve les créateurs, les gens qui sont dans le monde de l'art, les écrivains. On se réfère beaucoup dans l'histoire du futur aux premiers auteurs de science-fiction de la fin du 19e siècle, par exemple, mais on peut aussi se référer au fait qu'un certain nombre de grands écrivains de science-fiction du 20e siècle sont aussi devenus des inspirateurs de la puissance publique, hein. Il faut se rappeler le rôle de Arthur C. Clarke, par exemple, dans les clubs de prospective, le rôle des grands auteurs comme Asimov aussi, qui sont sans arrêt cités, mais moi je me rappelle également de façon très fine la façon dont un auteur de romans cyberpunk qui s'appelle William Gibson a inventé le mot de cyberspace, le mot de cyberespace, cyberspace. Ça vient d'un roman de science-fiction qui est celui de William Gibson, qui s'appelle Neuromancien. C'est paru en 1988, donc c'est relativement récent. Et ça paraît quelques années avant le fameux NII de Al Gore, qui a porté d'une certaine manière la déferlante Internet sur le monde. Tout ça, évidemment, est lié. Donc, bon, le monde des créateurs, le monde des écrivains, les plasticiens, les cinéastes aussi, hein, ont un rôle dans l'émergence, la construction, la conduction de ces grandes idées. Et puis, ensuite, il y a évidemment toute une série d'autres acteurs. On ne peut pas les classer dans un ordre chronologique parce que, encore une fois, tout cela est très entremêlé. Il peut y avoir des scientifiques, bien sûr, qui ouvrent des champs, qui énoncent des théories qui peuvent être en rupture et ouvrir de nouvelles voies. Il y a le monde des citoyens, le monde des militants, il y a le monde des associations, il y a aussi le monde des journalistes, les représentants du monde médiatique, avec parfois un rôle très spécifique des journalistes scientifiques. Ne pas oublier, par exemple, que le métier de Al Gore, c'était journaliste scientifique. Je crois que ça explique pas mal de choses. Il y a encore le rôle de ce qu'on appelle les think tanks, des clubs de pensée, des clubs de réflexion politique, qui vont chercher les idées où elles se trouvent et puis qui essaient de les ramener vers le monde politique pour les traduire dans quelque chose qui soit programmatique et qui éventuellement puisse déboucher vers des politiques publiques. Mais il y a encore, et c'est très important dans le sujet qui nous intéresse aujourd'hui, les communautés épistémiques qui sont autour des grands lobbies industriels. Et en particulier, la notion de ville intelligente, elle apparaît précisément dans une communauté épistémique qui est celle du monde industriel. C'est IBM, pour ne pas le nommer, mais plus tard, c'est également Cisco, qui font apparaître cette notion comme une espèce d'évidence pour, d'une certaine manière, pallier le risque d'embolie urbaine, la surconcentration, la surpollution, etc. Ils offrent des moyens qui viennent permettre d'optimiser les services urbains en recourant à ce qu'on appelle maintenant le big data, mais pour l'essentiel à toute une série de technologies numériques. Voilà. Donc, tout un ensemble d'acteurs, tout un ensemble de mondes sociaux qui interviennent
à différents moments, qui sont souvent aussi en relais les uns des autres. J'oublie, il y a également, alors surtout en France, quelque chose d'important, ce sont ce qu'on appelle les associations corporatives, les associations professionnelles dans le monde du numérique, par exemple. Le club des polytechniciens est un acteur très, très important, puisqu'il a été le relais du mouvement de la cybernétique états-unienne vers la France au début des années 60, mais qu'il est également actif, y compris dans les années 70 et même l'année 80-90, sur la question de la société de l'information. L'ensemble de ces questions, finalement, nous amène à voir donc l'émergence des politiques publiques comme, finalement, des constructions qui sont sur la crête d'un certain nombre de mouvements, de débats à l'intérieur de ces communautés épistémiques. Et parfois, le point de la revendication en paternité devient extrêmement complexe. Une petite anecdote qui peut-être vous rappellera des souvenirs, puisque c'est quelque chose d'assez connu. Dans les années 2000, il y a eu donc les élections aux États-Unis, et le candidat donc post-Clinton, c'était Al Gore, qui était le vice-président, qui avait amené les fameuses autoroutes de l'information, Information Highways. Et dans le débat contre George Bush, il s'est présenté comme le père de l'Internet. Ça a été beaucoup moqué aux États-Unis parce que, évidemment, ce n'est pas l'inventeur, c'est pas l'ingénieur qui a inventé le dispositif technique, ni même le concept d'Internet, évidemment. Par contre, il est clair que Al Gore a été un acteur essentiel de la diffusion mondiale d'Internet parce que, précisément, il est l'acteur relais vers la puissance publique et la production de politiques publiques extrêmement importantes. Je ne suis pas certain qu'il y ait eu autant de politiques publiques qui ont eu un tel succès que celle-ci aux États-Unis, même dans le monde. Et donc, c'est quelque chose d'extrêmement important. D'une certaine manière, sa revendication en paternité n'était absolument pas une imposture, elle était bien quelque chose d'extrêmement important parce que s'il n'avait pas été cet acteur relais, eh bien, Internet n'aurait jamais eu le destin qu'on lui connaît aujourd'hui. Ça aurait été remplacé par une autre technologie, évidemment, mais ça montre effectivement le poids des acteurs, des logiques d'acteurs dans ce type de dispositif. Je me rappelle un ouvrage qui est paru quelques années après, ou quelques années avant, je ne me rappelle plus, c'est l'ouvrage de Christian Huitema, un ingénieur français assez connu, et qui avait écrit « Et Dieu créa Internet ». Dans cet ouvrage, il montrait que Internet c'était le produit d'un ensemble d'ingénieurs qui avaient travaillé sur ces dispositifs techniques et qui était un ensemble ou une communauté épistémique très internationale, puisqu'en particulier des Français y avaient participé. Et qu'au-delà, eh bien, il y avait aussi des systèmes d'acteurs relativement complexes, les relations entre le secrétariat à la défense et les universités états-uniennes, l'immixtion, l'intervention de la NSF, etc., qui faisait qu'effectivement cette construction reposait sur à la fois des acteurs, des groupes d'acteurs identifiables, mais aussi des logiques institutionnelles extrêmement fortes. Les villes intelligentes, elles émergent dans les années 2000, comme vous le savez sans doute, et la première évocation qui y ramène, c'est en particulier celle du programme de IBM qui s'appelait Smarter Cities, donc des villes plus intelligentes. Ce n'est pas vraiment Smart Cities, c'est Smarter Cities, ça se deviendra par la suite, en particulier à partir du moment où Cisco viendra en relais. Et là, on voit bien qu'effectivement, les industriels produisent quelque chose qui a eu un grand succès, d'une part, parce que précisément, ça arrive à un moment de l'histoire où ça arrive en relais d'autres discours qui sont très importants. Je voudrais essayer de les retracer très, très rapidement. Premièrement, si on essaie de comparer les politiques publiques qui concernent la question du développement durable et puis les politiques publiques qui concernent le développement de la société de l'information, qui s'incarne plus tard dans les objets type ville intelligente, on voit bien que ces deux courants sont très voisins l'un de l'autre, très, très voisins en termes d'agenda, en fait. L'un comme l'autre de ces grands référentiels apparaît dans la fin des années 60 et au début des années 70. L'un comme l'autre se fondent sur des textes fondateurs qui, d'une certaine manière, les évoquent l'un et l'autre. Soit, par exemple, les théories sur la société post-industrielle de Daniel Bell, le prospectiviste états-unien de la fin des années 60, début des années 70,
que ce soit le rapport du Club de Rome, que ce soit plus tard le rapport Brundtland, etc., on voit bien qu'il y a là toute une série de choses qui renvoient d'une certaine façon au développement durable, mais quand ça renvoie à la question du développement durable, la question du développement technologique n'est pas insensible, n'est que rarement insensible. En 1992, c'est le fameux texte de référence de la politique publique qui porte le déploiement d'Internet, c'est le NII Task Force. En 1992, en 1993, c'est le livre blanc de la Commission européenne sur emploi, compétitivité, croissance. Bon, livre blanc qu'on a attribué à Jacques Delors, c'était un travail collectif, mais c'était un acte marquant, puisqu'en fait, c'est le moment où la société de l'information devient l'une des références clés de l'Union européenne. Il me semble que là, il y a quelque chose qui est intéressant, c'est qu'en fait, quand on a des institutions comme la Commission européenne, ou comme aux États-Unis, une administration qui s'installe et qui veut marquer sa rupture avec l'époque précédente, eh bien, ils vont chercher des idées nouvelles. Les idées nouvelles sont le symbole, d'une certaine manière, d'une rupture dans la construction d'une société. Autour du NI Task Force, le vœu d'Al Gore, c'était de moderniser radicalement, un projet relativement révolutionnaire en ce sens-là, la société états-unienne. Le projet de la Commission européenne, signé Jacques Delors, est de même nature. C'est-à-dire qu'en fait, la Commission européenne se cherche un destin institutionnel, en quelque sorte. Bon, il est très difficile de revendiquer des politiques publiques ou même des actions qui sont portées par les États membres. Donc, on va chercher quelque chose qui n'est revendiqué par personne, un terrain vierge en quelque sorte. Ce sera en particulier la société de l'information. Mais c'est aussi le cas pour le développement durable. Le développement durable a longtemps été la politique publique à la fois très fortement revendiquée, mais aussi mal aimée de la puissance publique, parce que très, très difficile à mettre en œuvre. Et autre point important de convergence, ça a été dit ce matin par l'un des intervenants, quand il citait la charte d'Holborg. La charte d'Holborg qui vient ensuite, qui vient en relais du sommet de la Terre de Rio en 1992 et qui installe quelque chose de très, très innovant. C'est, à mon avis, c'est ce moment-là qui opère l'arrivée des villes et donc des acteurs urbains, des acteurs politiques urbains sur la scène internationale. C'est à partir de ce moment-là que les grands maires, MAIRES bien sûr, deviennent des acteurs du jeu international, en se saisissant précisément de ces politiques publiques émergentes qu'on ne sait pas très bien installer, qu'on ne sait pas très bien maîtriser, parce que c'est extrêmement délicat, c'est-à-dire que ça manipule toute une série de référents relativement complexes. Ça véhicule aussi pas mal de controverses, donc c'est toujours relativement risqué de s'en saisir. Donc, du coup, les États sont relativement désarmés et un certain nombre d'acteurs urbains vont considérer qu'il y a là, d'une certaine manière, une espèce de niche de légitimité pour accéder au niveau international. Regardez aujourd'hui encore le rôle des associations de maires dans les actions en matière de développement durable, mais aussi de société de l'information, ville intelligente. C'est bien à ce niveau-là que ça se situe. Le sommet des villes de 2016 qui s'est tenu à Quito, j'avais fait le décompte de l'ensemble des ateliers, des conférences qui s'étaient tenues. Pratiquement 25% de l'ensemble des conférences renvoyaient au développement durable et à la société de l'information. C'est absolument considérable, bien entendu. Quand on compare à l'ensemble des autres problématiques urbaines, on voit bien qu'il y a quelque chose là qui est extrêmement fort et qui porte, d'une certaine manière, un discours de renouveau, enfin, en tout cas qui symbolise un discours de renouveau. La difficulté ensuite, c'est de voir comment on s'en saisit. Je ne sais pas si j'ai pris tout mon temps, mais je vais arriver vers la fin tout de même. Il me semble que ce qui se passe aujourd'hui autour des villes intelligentes, c'est qu'on voit qu'il y a différents ensembles parce que précisément, ce sont moins les États qui s'efforcent de les appréhender, ces enjeux, que des collectivités locales, des autorités urbaines. Et on voit bien que selon les contextes politiques, culturels, sociaux, mais aussi d'une certaine manière les contextes géopolitiques, on voit bien qu'il y a des différences relativement sensibles entre tel ou tel type de villes intelligentes. On a des villes intelligentes qui effectivement renvoient à des communautés épistémiques que l'on peut classer dans le monde des techno-pessimistes. Et puis on a aussi effectivement toute une série d'autres projets de villes intelligentes qui renvoient à ce qu'on peut appeler un techno-optimisme ou un techno-humanisme en particulier. Dans des villes comme, par exemple,
Incheon, en Corée du Sud, c'est l'une des premières villes intelligentes qui a été une sorte de vitrine du savoir-faire en matière de production urbaine de la Corée du Sud. On a pu dire que, par exemple, la Corée du Sud, qui a été un dragon industriel très connu, avait assis son succès sur la production de petits électroménagers, puis du gros électroménager, puis de l'automobile, puis des objets industriels de plus en plus complexes, de plus en plus chargés en technologie, et qu'au bout du compte, finalement, le marché d'aujourd'hui le marché d'aujourd'hui, c'est un petit peu obsolète tout de même, puisque je ne crois pas que ce soit un franc succès. Mais quoi qu'il en soit, Songdo, Incheon, aurait pu représenter une espèce de produit nouveau, vendre de la ville. On vend une ville pratiquement toute faite, une ville, un paquet de villes, si en quelque sorte, c'est un projet urbain qu'on peut vendre dans le reste du monde parce qu'on a pu démontrer sa capacité à produire de la ville. Alors, très typiquement, Songdo, c'est une ville qui renvoie à ce techno-optimisme dont je parlais tout à l'heure. Donc, c'est une ville qui est truffée de technologie, qui est relativement déserte d'habitants. Et en fait, il y a beaucoup de villes dans un certain nombre de pays qui renvoient peut-être à cette définition qui est donc celle d'une espèce de prouesse technologique revendiquée, mais d'une incapacité à faire société ou une difficulté réelle à faire société. Bon, on pourrait citer plein d'exemples dans le monde. Un qui m'intéresse beaucoup parce que j'ai eu à travailler dessus un tout petit peu, c'est une ville qui est à quelques dizaines de kilomètres de Dakar, c'est la ville de Diamniadio. Effectivement, sur ce registre-là, de la prouesse technologique, mais pour le moment relativement vide d'habitants. Et dans un pays qui est par ailleurs fortement démuni et dans lequel les infrastructures sont finalement extrêmement fragmentées, rares et dans mauvais état, en dehors de cette vitrine technologique précisément. Dans d'autres pays, dans d'autres contextes, les villes intelligentes sont des villes dans lesquelles il n'y a pratiquement pas de technologie. Si on regarde ce qui se passe dans des villes comme par exemple Utrecht aux Pays-Bas ou même dans des villes comme Hambourg en Allemagne, on a des communautés d'utilisateurs d'un certain nombre de services urbains ou même des utilisateurs producteurs de services urbains qui évitent avec la plus grande prudence l'utilisation des technologies numériques et qui se retranchent dans des logiques de type communauté de proximité, effectivement. Entre les deux pôles, évidemment, il y a toute une série d'autres projets qui peuvent émerger, mais il me semble qu'on pourrait, c'est d'ailleurs quelque chose qu'on essaie de faire une espèce de géopolitique des villes intelligentes selon qu'elles soient orientées vers le tropisme société de l'information, technologie numérique, ou selon qu'elles sont orientées vers le tropisme développement durable. Et là, il y a quelque chose qui est intéressant parce qu'on voit bien que les puissances publiques, la plupart d'entre elles en tout cas, s'efforcent de nouer entre eux ces deux référentiels et qu'en même temps, ils peuvent être en opposition, ces référentiels. Il y a des communautés qui sont des communautés de militants, par exemple, du développement durable, qui sont des producteurs de villes intelligentes et qui ne veulent pas entendre parler et qui ont même un discours franchement hostile au développement des technologies numériques. Et puis de l'autre côté, on a des villes dans lesquelles la technologie numérique est hyper présente et parfois d'ailleurs peut poser des problèmes, y compris en termes de liberté publique. Le gros projet qui avait été le projet de lancement d'une certaine manière, la grande vitrine de IBM sur le programme Smarter City, c'était Rio de Janeiro, en fait, avec un programme qui était fondé sur toute une série de capteurs distribués dans l'espace urbain qui permettaient une observation en temps réel de l'espace urbain qu'il s'agissait de contrôler. Il y a eu pire depuis. Moi, j'ai eu à étudier un autre projet qui est le C5 à Mexico, qui est absolument monumental. Enfin, c'est un petit peu le projet de Rio, mais en beaucoup plus gros. Et là, on voit bien qu'on est sur la surenchère technologique. Donc voilà, deux tropismes. Un tropisme développement durable qui peut être très distant de celui des représentants du monde du numérique, et puis de l'autre côté, le monde du numérique, les communautés épistémiques du monde du numérique, qui cherchent une nouvelle légitimité, en quelque sorte, en essayant de construire des alliances ou des passerelles avec le monde d'à côté, en fait, celui du développement durable. Voilà, je crois que je vais m'arrêter là. Je suis évidemment tout à fait disposé
aux éventuelles questions. Merci beaucoup, Emmanuel. Vous m'entendez? Oui, très bien. Oui. Merci beaucoup pour cette intervention. Peut-être théorique, mais tellement ancrée dans la réalité, faisant des références qui doivent nous interpeller. Moi, j'ai retenu beaucoup de choses, enfin, pas tout peut-être, mais en tout cas, Asimov, la science-fiction, Al Gore, IBM, et on aimerait bien en savoir plus sur les stratégies d'IBM dans cette histoire. Ce que vous disiez me faisait aussi penser à l'ouvrage de John Austin, Quand dire, c'est faire. Et puis enfin, parce que je ne veux pas parler trop longtemps, hein, à une phrase que j'ai lue récemment, émanant d'architectes, éco-militants, militants de l'éco-construction, qui disaient moins il y a de matière, plus il y a d'intelligence. Et il parlait en l'occurrence des bidonvilles. Donc voilà. En tout cas, ce que vous avez dit est un magnifique propos introductif, je pense, pour Laure, qui notamment s'interroge sur l'importation, la circulation que vous avez évoquée tout à l'heure, juste à l'instant, Emmanuel, la circulation, l'importation de concepts globaux et de leur caractère performatif, de leurs effets sur la ville et les habitants. Et Laure, pour t'introduire, je peux lire le titre de ta communication. Vocabulaire du développement urbain à Abu Dhabi, discours et pratiques de la ville. Merci, et merci effectivement à Emmanuel Evenot. Ce n'était pas juste un propos introductif, c'était même un cadre réflexif qui, je pense, enfin en tout cas pour moi, résonne énormément avec ce que je vais dire, donc j'espère que tout le monde le verra aussi. Alors, je vais parler donc du développement urbain à Abu Dhabi et du lexique en fait de ce développement. Et je vais commencer par une vignette, donc on peut aller à la slide suivante. Alors, le 2 décembre dernier marquait le 50e anniversaire de la fondation des Émirats arabes unis. En effet, 50 ans plus tôt, donc le 2 décembre 1971, 6 Émirats du sud-est de la péninsule arabique se réunissaient pour former une fédération indépendante, rejointe quelques mois plus tard par le 7e Émirat. Cette union, Al-Ittihad en arabe, était le résultat des efforts du Cheikh Zayed Al Nahyan, l'émir d'Abu Dhabi, qui devint donc le premier président des Émirats arabes unis, en même temps que la ville d'Abu Dhabi devenait la capitale de la nouvelle fédération. C'est pour situer un peu le contexte, donc on parle d'un pays très, très récent. Pour fêter le cinquantenaire de l'Union, de nombreuses illuminations ont été placées dans les rues d'Abu Dhabi. Au-delà des symboles nationaux comme le faucon ou le drapeau, se trouvait le long de l'autoroute qui sort de l'île principale d'Abu Dhabi en direction de Dubaï, un type d'illumination un peu plus inattendu, des panneaux lumineux comme celui que vous voyez ici, qui reprenaient une série d'expressions ou de mots-clés à la fois en arabe et en anglais. Selon le quotidien arabophone Al-Bayan, qui a publié un article sur le sujet, ceci était destiné à incarner certains des principes et accomplissements des 50 dernières années. Alors, vous pouvez cliquer encore une fois. Ça va mettre... Non, ah zut. Ça affiche pas les... Il y a une... Voilà, parfait. Donc, en conduisant le long de cette route, on voyait ainsi défiler l'une après l'autre les expressions que vous voyez ici et que j'ai relevées en fait au fur et à mesure d'un trajet. Donc, les automobilistes passaient du savoir, de la science et du progrès aux ambitions et aux espoirs, en passant par le développement urbain, la vision du Cheikh Zayed ou encore la fierté nationale. Donc, un discours entre célébration des étapes accomplies, affirmation patriotique et projet politique. Parmi les thèmes récurrents se trouve celui de la croissance, à la fois urbaine et économique, qui est illustré par l'omniprésence du terme development en anglais, même si, en fait, donc ça, c'est les traductions pas littérales, hein, c'est les traductions dans les illuminations elles-mêmes. Et donc, ce terme, en fait, traduit différents termes arabes comme croissance, progrès, reconstruction, renaissance, etc. Donc, la croissance urbaine et économique, l'identité nationale émirienne, associée à un esprit de stabilité, de sécurité, mais aussi d'ouverture, paix et tolérance, et une orientation vers l'avenir, ancrée à la fois dans un idéal national et dans l'économie de la connaissance. Oui, pardon. Il y a quelque chose d'assez étrange et même de presque naïf à voir ainsi certains des mots-clés qui guident les politiques publiques émiriennes s'incarner de manière aussi ostensible dans l'espace urbain. En même temps, cette vignette est assez révélatrice du fait que ce vocabulaire, qui est mobilisé au sein des projets, des plans et des visions des dirigeants, est immédiatement transformé en politique concrète, mise en œuvre au sein de la ville. Donc, penser la ville durable ou la ville intelligente aux Émirats est indissociable d'une compréhension
du projet politique, économique et social dans lequel s'inscrit ce vocabulaire. Et il est essentiel de retracer les champs, à la fois lexicaux et politiques, auxquels ces termes sont associés. Donc, c'est ce que je vais tenter de faire dans le reste de cette intervention, en explorant les concepts qui ont guidé les plans d'urbanisme successifs à Abu Dhabi, et en essayant donc de retracer la manière dont l'irruption du vocabulaire de la ville durable, en fait de retracer les contextes et les champs lexicaux dans lesquels s'inscrit ce vocabulaire de la ville durable, c'est-à-dire la manière dont il a accompagné un tournant majeur au sein du projet de l'État émirien depuis le milieu des années 2000. En particulier, je montrerai comment ce tournant s'articule à une manière spécifique de penser la temporalité, mais aussi avec un tournant dans la manière de façonner ou de représenter le citoyen émirien idéal. C'est donc en fait, ce que je vais faire dans cette présentation, c'est une étude du récit dont parlait Emmanuel juste avant, une étude de ces constructions de récits, ici principalement par le gouvernement émirien. Donc, je vais surtout me focaliser sur l'analyse des discours officiels autour de ce développement, mais c'est une analyse qui est informée par ailleurs par une ethnographie que j'ai conduite auprès des jeunesses arabes d'Abu Dhabi, émiriennes et non émiriennes, qui ont grandi dans la capitale au tournant du XXIe siècle. Donc, on pourra peut-être y revenir un peu après. Mais je vais surtout parler là des discours. Donc, pour comprendre ces transformations, il est utile de revenir sur les grands concepts qui ont successivement guidé le développement urbain à Abu Dhabi. Et on peut passer à la slide suivante. Voilà, lorsque le Shah Zayed accède au pouvoir en 1966, Abu Dhabi fait encore figure d'un petit village de pêcheurs qui compte quelques milliers d'habitants. À l'époque, l'agent britannique en poste s'étonne d'ailleurs de cette ville, je cite, « potentiellement riche en pétrole qui ne consiste pour l'instant qu'en huttes Barasti », celle en branche de palme que vous voyez sur la photo de gauche, en un marché effondré et en quelques immeubles bâtis par la compagnie pétrolière. Fin de citation. Le développement d'Abu Dhabi dans la seconde moitié du XXe siècle est donc d'abord le fruit d'une volonté politique, c'est-à-dire que Zayed se lance dans un programme d'urbanisation rapide de la ville afin de construire Abu Dhabi comme future capitale. Ça va pour les interprètes? Super. Cela implique la mise en place d'infrastructures urbaines qui sont toutes à créer, les routes, le réseau électrique, le réseau d'eau potable, les égouts, etc. Les premières étapes de ce développement visent aussi à sédentariser ou visent principalement à sédentariser les populations nomades, tout en redistribuant les revenus pétroliers. Donc c'est un projet qui passe, on l'a vu un peu pour Oman, qui passe par l'attribution de terrains résidentiels et commerciaux, plutôt par une logique clientéliste que par tirage au sort dans ce cas-là. Et pour les populations bédouines les plus défavorisées, des programmes de construction de logements populaires, Buyut Sharbiya, qui leur permettent de conserver un lien avec le mode de vie pastoral. Et après la création des Émirats arabes unis, cette redistribution se poursuit à travers notamment le secteur public et les emplois attribués dans la bureaucratie naissante aux citoyens, qui sont aussi une manière de redistribuer la rente pétrolière. La notion de modernité, ou plus précisément de modernisation, est au cœur de ces premières phases du développement. Zayed veut faire d'Abu Dhabi une capitale arabe moderne. C'est un projet qui s'incarne notamment à travers la personnalité d'un architecte égyptien, Abdelrahman Makhlouf, qui arrive à Abu Dhabi en 1968. C'est un architecte arabophone, qui a fait ses études en Europe et donc qui incarne un peu cette double casquette que Zayed essaye aussi d'assigner à la ville. Et Makhlouf réalise un grand nombre des premières constructions d'Abu Dhabi, depuis le tracé des routes jusqu'à un certain nombre d'institutions, notamment le souk du centre-ville. Ces plans incarnent et mettent en œuvre le projet de Zayed, tant pour la ville que pour la fédération, l'objectif étant de rattraper la modernité occidentale sur le plan technologique, tout en créant sur le plan social une modernité proprement arabe et spécifiquement émirienne. Ce projet est accompagné par de nombreuses politiques publiques qui visent à faire de la population nationale des citoyens modernes, notamment des politiques éducatives importantes, puisque à l'époque, la majorité de la population est illettrée. Mais la vitesse inattendue de la croissance démographique oblige dans un premier temps à revoir la plupart de ces projets, puisque les projections démographiques sur 10 ou 20 ans sont atteintes en fait en l'espace de 2 ou 5 ans assez rapidement. Avec le boom pétrolier des années 70, la ville s'accroît de manière exponentielle, un peu démesurée. Et même si la récession des années 80 fait baisser ralentit l'expansion immobilière, elle ne ralentit pas la croissance démographique.
Donc, arrive la réalisation qu'à partir de la fin des années 80, qu'il faut en quelque sorte organiser, contrôler cet urbanisme, et commence donc une phase que la municipalité d'Abu Dhabi nomme la phase conceptuelle de l'urbanisation, ce que le chercheur et architecte Yasser El-Cheshtaoui a appelé la phase du master plan, qu'on retrouve un peu dans tous les pays de la région, c'est-à-dire des plans d'urbanisme et la création des autorités concomitantes mis en œuvre pour contrôler et pour organiser la croissance urbaine, qui sont ces master plans confiés à une firme britannique. Et donc, on sort très vite du modèle de cette ville arabe pour repasser en fait aux consultants occidentaux qu'on retrouve aussi dans toute la région. J'ai oublié de dire, mais c'est quand même une précision importante, que cette croissance démographique, elle est liée au début de l'exploitation pétrolière et à l'immigration de travail massive qu'elle a provoquée. Il y avait des migrations et des circulations de population historiques, mais elles se massifient vraiment à partir de cette période, d'abord depuis le monde arabe, et puis de manière très rapide, en fait, à partir de la fin des années 70 et des années 80, depuis l'Asie du Sud. Ces plans donc programment l'expansion progressive de la ville, et là, on peut aller à la slide suivante. Ah bah non, c'était pas ça. Pardon, on peut aller à la suivante encore. C'était juste des exemples des bâtiments faits par Marlouf. Donc ces plans programment l'expansion progressive de la ville vers le continent, mais aussi vers la mer. C'est quelque chose qu'on voit bien sur ce schéma. En fait, on voit comment non seulement l'urbanisation s'étend sur l'ensemble de l'île principale d'Abu Dhabi, mais aussi l'île elle-même s'étend vers la mer à l'aide de remblais, qui sont aussi très caractéristiques de l'urbanisme du Golfe et qui, à Abu Dhabi, font passer la surface de l'île de 6 000 à plus de 9 400 hectares en l'espace de 20 ans. Donc, on est, avec ces master plans, dans une centralisation accrue et un contrôle accru des autorités publiques sur l'urbanisme, mais toujours dans une logique de modernisation de la ville. Donc, la découverte du pétrole et la formation consécutive de l'État émirien ont inauguré ce qu'on peut analyser comme un nouveau régime d'historicité, au sens de l'historien François Hartog, c'est-à-dire une nouvelle manière de penser les rapports entre passé, présent et futur, qui est orientée autour de la rupture entre un avant et un après. Ces récits de rupture existent dans l'ensemble de la région. Ils sont souvent d'ailleurs illustrés par des images comme celles qu'on a vues un peu avant, les deux photos de Abu Dhabi dans les années 50 et dans les années 80. Ils sont en fait des récits de l'entrée dans la modernité, au sein desquels la formation des États modernes et des frontières nationales, et en fait le concept même de frontière était assez exogène dans la péninsule arabique jusqu'au début du XXe siècle. Donc la formation des États et des frontières est construite comme une marche vers le progrès, marquée par une urbanisation rapide et par l'irruption des pays du Golfe sur la scène régionale, arabe et mondiale. Alors évidemment, je parle ici d'une construction. Je ne dis pas que c'est le cas. Il y a eu beaucoup de travaux d'historiens qui ont montré qu'il y avait en fait beaucoup de continuité aussi entre ce qui s'est passé après le pétrole et ce qu'il y avait avant, que le Golfe était déjà en fait inclus dans une économie mondialisée, etc. Mais c'est en tout cas de cette manière que sont construits les récits nationaux des États de la région. Cette formation des États est vue en même temps comme un acte de dissociation avec un passé de pauvreté et de retard économique et social. Et les politiques éducatives dont j'ai parlé, qui visent à lutter contre l'illettrisme, enseignent en même temps l'identité nationale aux nouveaux citoyens. Donc il y a vraiment un espèce de projet intégré. Ce rapport au temps produit des modes de gouvernance spécifiques, puisque le gouvernement émirien cherche à la fois à sélectionner des traits d'un passé idéalisé et patrimonialisé qui servent la construction nationale, et à se projeter dans un futur qui est façonné par des concepts importés d'Europe et des États-Unis, qui se traduisent tant dans le vocabulaire politique que dans la matérialité urbaine, mais aussi dans la gestion des populations étrangères dans la ville. Alors, cependant, le concept de la modernité a aujourd'hui laissé la place à celui de la diversification économique comme leitmotiv du développement urbain, motivé par la perspective de l'épuisement des ressources pétrolières. Donc, ce n'est plus l'idée de modernisation qui guide ce futur projeté, et j'en dirai un peu plus juste après, mais c'est bien celui de la préparation de l'après-pétrole et donc de la diversification.
Ce projet se caractérise par l'adoption d'un nouveau vocabulaire urbanistique fondé sur la durabilité et l'économie de la connaissance et tous leurs corollaires dont on a un peu parlé avant aussi, l'éducation, l'information, l'innovation et les technologies. Elle se caractérise aussi par une expansion intense de la ville et par une volonté nette de l'inscrire sur la scène globale, sur le plan touristique comme sur le plan politique comme sur le plan touristique et culturel. Alors, on peut passer à la slide suivante. Donc, ce tournant s'incarne lui aussi directement au sein du développement urbain d'Abu Dhabi. Le début du XXIe siècle, et en particulier après 2004, qui est la date de la mort de Zayed, auquel succède son fils Khalifa, inaugure une nouvelle étape de l'urbanisation. Les architectures se font plus spectaculaires, avec la multiplication des shopping malls, des hôtels de luxe ou encore de monuments massifs tels que la Grande Mosquée qui est achevée en 2007. Les régulations qui limitaient la hauteur des immeubles sur l'île principale d'Abu Dhabi sont supprimées. Et donc ces nouveaux développements répondent au leitmotiv de la diversification économique, donc en servant à investir dans le tourisme et dans l'économie de la connaissance, même si l'économie de l'Émirat reste en fait largement dépendante de la rente pétrolière. À l'échelle urbaine, il s'incarne notamment dans les nouvelles îles semi-artificielles, telles que l'île de Yas, que vous voyez là-bas vers le haut, qui est consacrée au divertissement, qui accueille parcs d'attractions et circuits de Formule 1, ou encore l'île de Saadiyat, dont vous avez sûrement déjà entendu parler, qui est aussi en haut à gauche, avec le quartier des musées, qui est donc l'île culturelle. Ces projets connaissent des fortunes diverses, et je n'ai pas le temps de m'étendre là-dessus, mais le Louvre Abu Dhabi, par exemple, est finalement inauguré en 2017, avec près de 5 ans de retard. Mais la ville verte de Masdar, elle, a connu un fort ralentissement, et je laisserai Gökçe, qui est la grande spécialiste de cette ville, en parler tout à l'heure. L'ambition culturelle de la capitale et son orientation vers la scène globale est également sensible dans l'organisation d'événements comme la Foire du Livre ou dans ses investissements éducatifs avec l'implantation de la Sorbonne Abu Dhabi à la fin des années 2000 et de New York University autour de la même période. Parallèlement, donc, le développement urbain s'étale aussi, pour reprendre un terme que Thibaut avait utilisé, vers le continent et vers ces îles semi-artificielles, autour donc de l'île principale, en adoptant de plus en plus le modèle du développement privatisé, de larges parcelles. La plupart de ces îles, en fait, sont développées par des promoteurs qui sont semi-publics, semi-privés, ce qui aux Émirats veut dire des choses assez particulières, mais on pourra y revenir. Sur l'île principale, il donne lieu beaucoup à la destruction et la reconstruction de quartiers entiers, souvent les quartiers occupés par des populations migrantes pauvres, comme récemment dans le cas du port, Mina. Et les développements récents donc, tendent en fait à renforcer les ségrégations résidentielles selon la nationalité et la classe sociale, en déplaçant les populations nationales vers le continent. Khalifa City, par exemple, est un endroit où vivent beaucoup de familles émiriennes, et en créant des communautés résidentielles fermées en périphérie de l'île principale destinées aux populations les plus aisées. Ce tournant est aussi marqué par des projets de long terme à l'échelle de chaque émirat comme à l'échelle fédérale. On peut aller à la slide suivante. Et là, c'est juste un exemple en fait des grandes orientations ou des grandes stratégies, de toutes ces visions en fait mises en œuvre par les dirigeants. Ouais, j'ai quelques 3 minutes. 3 minutes, promis. Donc, ces projets ce tournant se caractérise par une multiplication en fait des visions, Rouya, des dirigeants, qui mobilisent ce vocabulaire de la durabilité, de l'intelligence, de l'économie de la connaissance, de la technologie, couplé aussi à des formes d'évaluation des performances qui sont caractéristiques des entreprises, le cas des KPIs, Key Performance Indicators, par exemple, qui sont mises en œuvre au sein du gouvernement. Ils articulent aussi une nouvelle perspective quant à ces régimes d'historicité que j'ai évoqués, puisque le tournant vers la diversification économique a amené ce que j'appellerais une transformation du régime d'historicité dominant. C'est-à-dire que le futur qui est projeté dans ces discours officiels ne consiste plus à rattraper la modernité occidentale. En fait, c'est l'idée qu'on l'a déjà rattrapée, on l'a même dépassée. Donc, c'est plus l'objectif, mais consiste plutôt à créer le futur. C'est d'ailleurs un aphorisme assez célèbre de l'émir de Dubaï.
Donc un futur qui est créé à partir des visions performatives des dirigeants, puisque celles-ci ne restent pas du tout... Enfin, c'est difficile de voir ces visions simplement comme des formes rhétoriques, puisqu'elles ont un effet très concret et immédiat sur la ville et sur les politiques publiques, y compris migratoires en général. J'en arrive à ma conclusion. Pour dire, voilà, qu'est-ce que ça veut dire concrètement, comment ce vocabulaire s'incarne dans la ville et qu'est-ce que ça veut dire en lien avec les deux notions dont on parlait, de ville durable et de ville intelligente. Donc, quelques points de conclusion. Ces projets, d'abord, reprennent un vocabulaire qui est mis en avant par les institutions globales, notamment les Nations Unies. C'est le cas des Sustainable Development Goals qui sont lancés en 2015 par les Nations Unies, auxquels est constamment fait référence dans ces projets. Et les Émirats, d'une certaine manière, tentent souvent d'être le bon élève des pratiques conseillées ou d'optimiser, comme disait Emmanuel, et de devenir le world best. Donc, par exemple, il y a un projet parmi cette vision Centennial 2071. On peut aller à la slide suivante. Il y a un projet environnemental dont le but est de faire d'Abu Dhabi le world best en termes de préservation de l'environnement, qui est une aspiration, hein, qui n'est pas le cas. Mais il y a aussi une volonté à la fois d'incarner ces principes globaux, mais aussi d'impulser un nouveau vocabulaire. Et c'est le cas avec une orientation particulière qui est fondée sur ce qu'Emmanuel a appelé le techno-optimisme, on pourrait dire, c'est-à-dire l'idée que ce sont la croissance technologique et l'innovation qui vont permettre d'atteindre ces objectifs de durabilité. Et on peut s'éloigner un tout petit instant d'Abu Dhabi pour arriver au musée du futur à Dubaï, qui est en fait, je pense, l'illustration la plus ostensible de ce discours-là ou de cette manière de penser la durabilité. Donc c'est un musée qui s'inscrit dans un cadre de science-fiction. Le visiteur qui entre se trouve en 2071, à un moment où, en fait, l'apocalypse environnementale a eu lieu, enfin la catastrophe écologique qui est prédite par le GIEC a eu lieu. Donc ce n'est pas du tout une position réactionnaire, c'est-à-dire qu'on reconnaît les défis posés par l'avenir, qui sont bien ceux annoncés par la science contemporaine, le réchauffement climatique, l'extinction de masse des espèces, la diminution des ressources, etc. En revanche, les solutions proposées aux visiteurs et exposées dans le musée sont ancrées non pas dans un principe de retenue ou de ralentissement, pas dans l'idée qu'il faut éviter ou qu'on va réussir à éviter ces catastrophes, mais dans la croissance de l'économie capitaliste, de la connaissance et de l'innovation technologique, qui sont évidemment les principaux investissements de l'Émirat. Donc là, il ne s'agit pas seulement de vivre la ville, pour reprendre encore une fois les termes de vendre la ville, pour reprendre les termes d'Emmanuel, mais de vendre même un projet d'avenir en fait, qui serait incarné par Dubaï et par l'expérience de Dubaï à se débrouiller dans un milieu environnemental hostile. En ce sens, donc, dans ces discours officiels, ville durable et ville intelligente ne sont pas présentés comme contradictoires ou incompatibles, mais comme des objectifs alignés. Même la conquête spatiale, qui est un des grands projets de l'État émirien, est présentée dans le cadre de la durabilité, comme un exemple de projet durable. Et c'est un vocabulaire qui, même s'il est d'abord visible dans la ville et s'y incarne, se traduit aussi dans un discours qu'on pourrait dire identitaire ou national et religieux qui est modelé par ce vocabulaire. Et je vais terminer là-dessus, promis. En effet, c'est un projet qui s'inscrit en fait dans une forme d'ingénierie sociale, mais aussi linguistique, avec la volonté d'instaurer, donc tous ces projets parlent de la volonté d'instaurer une culture du futur, une culture de l'espace, par exemple, parmi les jeunes émiriens. Il y a même des services de traduction en arabe de ce vocabulaire, en fait. Donc il y a vraiment la volonté de créer ce vocabulaire. Même chose autour des discours sur la tolérance, qui sont aujourd'hui partie prenante du projet politique émirien, et qui sont également reliés dans les discours à ces objectifs de durabilité, c'est-à-dire que la diversité de la population est considérée sous l'angle du capital humain, et ça va de pair avec un infléchissement des politiques migratoires vers les talents, les investisseurs, etc., largement des expatriés riches et largement de pays occidentaux. Donc, il y a un tournant social, en quelque sorte, qui est incarné par... c'est le volet, en quelque sorte, social de ces politiques. Il y a aussi un volet politique beaucoup plus immédiat, puisque ça s'inscrit dans un contexte où, depuis le milieu des années 2000, et encore plus depuis les printemps arabes, les Émirats arabes unis ont adopté un rôle diplomatique et militaire beaucoup plus actif dans la région, avec leur engagement militaire direct au Yémen,
et dans la coalition internationale contre l'État islamique, avec les conflits diplomatiques avec le Qatar et l'Iran, etc. Et il faut mentionner ici aussi que les politiques urbaines, que les politiques urbaines de la ville intelligente vont de pair avec une surveillance assez intense dont elles sont indissociables. Voilà, j'avais beaucoup d'autres choses à dire, mais je vais arrêter. Merci Bénédicte pour la tolérance. Merci Laure pour ce propos très dense. Tu as essayé d'en mettre beaucoup dans le temps imparti. Moi, je vais être rapide, mais ce que tu disais de l'histoire de cette circulation des modèles, du vocabulaire plutôt, me faisait vraiment penser à des champs lexicaux identiques dans l'Égypte des années 60 ou 70, alors qu'on est dans des régimes politiques totalement différents. Et bien sûr, ça me faisait penser au travail de Taoufik Souhami et d'Éric Verdel, je pense, qui a aussi un peu bossé là-dessus et sur les professionnels de l'urbanisme et tous ces termes. Et puis, enfin, en t'écoutant, je m'interrogeais sur la réception sociale de ce vocabulaire et voilà, tu as conclu en partie là-dessus. Donc, merci beaucoup à toi. Je pense qu'il y aura des questions. Les questions, elles peuvent toujours être posées comme d'habitude. Je pense que ça fonctionne. Et on peut passer la parole à Gökçe Günel, si elle m'entend. Tu en as parlé tout à l'heure, Laure, qui a travaillé donc sur Masdar City, première ville zéro carbone au monde, initiée, créée en 2006, si j'ai bien compris, fondée sur des énergies renouvelables et des infrastructures propres. Et ce qui intéresse notre intervenante, ce sont les jeux d'acteurs dans la fabrication de cette utopie. Hi, hello. Thank you so much for having me. I'm going to share my some images. Go. Let's see. Can you see it properly? No. Oh, hold on. Second. Let's try one more time. Okay. Okay. Oops. Well, I think this talk is going to be quite complementary to the talk before mine, and so hopefully we can have a conversation about the ways in which they sort of both speak to sort of Abu Dhabi's transformation during the Q&A. So my talk is, I've titled it Spaceship in the Desert, which is the title of my book. And I'm going to give you a sort of a brief outline of the development of Masdar City, which was a smart city development in Abu Dhabi that took place in the early 2000s. So in the year 2006, the Abu Dhabi government publicized its intentions to invest in renewable energy and clean technology infrastructures in the form of a multifaceted state-owned company called Masdar, hoping to ensure that the Emirate remains a significant player in the energy industry well after its oil reserves run dry. And in the following years, Masdar, which means source in Arabic, became widely known for Masdar City, which is a futuristic smart eco-city that was designed by the London-based architecture office Foster & Partners to rely entirely on renewable energies. And Masdar City would house 50,000 residents and 40,000 commuters on a 600-hectare area and cost $22 billion. To look at computer-generated images of it, you might think it was a fantasy from a sci-fi comic, the sort I read as a boy, Norman Foster of Foster & Partners said in 2011. But Masdar City, a university city and an environmental technology park outside Abu Dhabi, is already being built.
And here you can see the computer rendering of the Masdar City Master Plan, which was heavily publicized in the period between 2007 and 2011. So while the eco-city was central to Masdar's vision, Masdar also invested in renewable energy via its other operations, Masdar Power, Masdar Carbon, and Masdar Capital. Masdar Institute, the Renewable Energy Research Center founded by MIT, was opened inside the fledgling eco-city and started offering fully funded graduate degrees to about 200 students from around the world. And this is an image of the Masdar Institute dorms and labs situated at the center of Masdar City. And during the time of my fieldwork, in 2010 and 2011, the students at Masdar City were the only the students at Masdar Institute were the only inhabitants of Masdar City. So my book, Spaceship in the Desert, maps and analyzes the production of Abu Dhabi's renewable energy and clean technology infrastructure centering on the Masdar project. And it seeks to understand how an oil-rich emirate. Hello? Hello? It's okay for us. Hello? Okay, sorry. Okay, so sorry about that. So anyway, I can talk more about the book during the Q&A, but in the rest of the presentation, I'd like to analyze the imagery employed in speaking about the futuristic Masdar City project in the years that followed its launch in 2006. So why and how did Masdar become conceptualized as a city of the future? And what did it mean for the project to be located at another time, in addition to being located within a bounded area in the desert, often conceptualized as an other space? What or perhaps when was the future imagined through Masdar City? So a celebrated commentary regarding the futuristic aspects of Masdar City came from Laura's blog, where she emphasized how being there felt like living in a spaceship in the middle of the desert. Laura was an American student in her mid-20s, and she had moved to Abu Dhabi from the US with an ambition to learn more about renewable energy at the new Masdar. Est-ce que... Yes. Mais je ne sais pas, est-ce que vous nous entendez? Non, elle n'est plus là. Donc, est-ce que vous suggérez quoi? So since the 1960s, space travel technologies have inspired ecologically sensitive architecture, producing a blueprint for survival in a context of rising environmental concerns. And the American space program of the 60s had considerable impact on the ways in which designers imagined and planned eco-friendly life on Earth. Buildings would constitute self-regulating and decentralized systems with comfortable conditions for humans and provide enclosed shelters for an impending ecological disaster, and serve as a means of escape from possible destruction on Earth. And this is perhaps best symbolized by the well-known Biosphere 2 project, where in the fall of 1991, 8 scientists entered a glass and steel complex in the Sonoran Desert in Oracle, Arizona, about an hour outside Tucson, to test whether they could sustain their lives in a sealed environment. And they hoped that the model would someday be replicated to colonize outer space. Occupying buildings inspired by space technologies, humanity would behave like astronauts with clear outer space missions.
In these histories, the spaceship is a finite, technically sophisticated, and insular habitat for an exclusive group of beings facing an outside world of crises. The idea of the spaceship, much like the submarine that preceded it, serves as an extension of the ark metaphor, demonstrating the inevitable boundaries of human activities and vilifying the space beyond human habitability. So as seas full of mythical monsters surround the livable environments on Earth, the ship provides a safe interior space thanks to its strict boundaries, or as the German philosopher Peter Sloterdijk suggests, it acts as an autonomous, absolute context-free house, the building with no neighborhood. And so the ship puts forward an Do anymore. Ça sera toujours mieux que mon anglais. So Masdar City was conceived to perform the role of a spaceship in the desert and to maintain the lives and livelihoods of its residents by relying on renewable energy and clean technologies. Okay, here we go. So in December 2010, Fred Mohanzadeh, then president of Masdar Institute, appeared in a CNN documentary by Richard Quest about Masdar City. And he explained that when the US wanted to send a man to the moon, it produced NASA. And now when the UAE wants to transform and diversify its economy, it builds Masdar City. In his autobiography, Emirati entrepreneur Isa Al Ghurg asserts that Emirati rulers understand the desert as a moonscape, and he describes how Sheikh Rashid of Dubai dismissed the moon landing as a hoax, arguing that the landscape looked like the empty terrain in Ras Al Khaimah, one of the 7 emirates that make up the UAE. Maybe it was filmed there, Sheikh Rashid said. So how can we understand the impetus to compare Masdar City with a moon landing or with an exploratory trip to outer space? So Laura's spaceship analogy helped the producers of Masdar City in promoting the reconfiguration of the desert as an undiscovered frontier from which a novel means of livelihood would emerge. The analogy served as a conceptual extension of the multiple Orientalist projects that the British or the French undertook in the 19th century to make a certain form of life possible in the arid geographies of Arabia. In this new adventure, the frontiers people of Masdar City would be in charge, both abiding by the principles of the Abu Dhabi government and taking the initiative to produce a next generation of innovators. The frontier people would help Abu Dhabi ensure its survival after oil by substituting fossil fuels with renewable energies. According to this destiny, the students would take charge as astronauts, managing the successful institution of a new resource economy within an oil exporting country. Meanwhile, Masdar Institute students, the frontier people of Abu Dhabi's emergent eco-city experiment, remained unsure about the translatability of Masdar City into other settings. On February 1st, 2011, they gathered in the Masdar Institute auditorium to debate whether Masdar City is an elite enclave of sustainability unsuitable for the rest of the world. The graduate students who came to Masdar City from countries including the US, China, India, Egypt, Jordan, Iran, Turkey, and Iceland were struggling with such questions and wished to think about them in the context of a debate club performance. The team that perceived Masdar City as an elite enclave of sustainability argued that Masdar was too unique to be applied elsewhere. For one, Masdar was very expensive. Which other country other than the oil-rich UAE would be able to devote $22 billion for an eco-city? Second, they recalled how this project had been put together to contribute to the economic diversification of Abu Dhabi and perhaps would not be financially feasible or meaningful for other countries with different economies. Masdar was expected to transform the UAE, it would help transform UAE's brand image from oil producer to technology developer, to induce a perception shift or possibly attract foreign investments.
The political climate of Abu Dhabi was working in favor of Masdar City by providing prolonged commitment and stability. The government often served as a steady source of financing for the project. In this understanding, Masdar City would remain an island contingent on a specific set of circumstances only available within the UAE. Abu Dhabi's oil capital, its future economic vision, and its political environment were thus perceived as preconditions for launching the spaceship. In response, the team that defended the global applicability of Masdar proposed that the eco-city should be understood and framed as a prototype. Abu Dhabi would shoulder the burdens of building the eco-city and others would benefit. Every new idea is expensive, one of the students underlined. Think about the car. First, rich people had it, and now it's spread all around the world. Masdar City could become less expensive in an undefined future. It could be exported to other countries as a whole in the same way that the car and its infrastructures have been exported. In the meantime, the experiments taking place at Masdar would be learning experiences for students, researchers, and faculty, opening up global horizons for research on renewable energy and clean technology for eventual adaptation to other regions. At the end of the meeting, one student approached me to express his dissatisfaction at how none of the students on the debate teams had actually defined what Masdar City was or what exactly they expected it to spread around the world. No one talked about the personal rapid transit units or the motion sensors he specified, pointing to the technologies that defined the eco-city for him. What would Masdar pass on to the rest of the world, he wondered, and what exactly was the future that the spaceship promised? On November 10th, 2010, some weeks before the official opening of Masdar City, Daniel, a Foster & Partners architect overseeing the master plan, gave a talk about their design process. The students who organized the debate were in the audience. His slideshow included this lunar image juxtaposing a space module with the gray lightweight cladding of the laboratory buildings on the Masdar Institute campus. The laboratory facades were composed of insulating cushions that, as the architects explained, shade the interiors of the building and remain cool to the touch under the desert sun. Yet while the technical infrastructure of Masdar City was critical to the project, the architects also emphasized how they learned from old Arab cities in designing the eco-city. Daniel's slideshow, in fact, began with references to cities that had architectural principles akin to Masdar. Aleppo in Syria, Marrakesh in Morocco were among the cities that inspired the city's master plan. Many of these cities also had narrow streets, shaded windows, courtyards, and wind towers. The audience, which was mainly Masdar Institute students and researchers, listened carefully and examined the image that Daniel showed, a bird's eye view of Shibam in Yemen, taken by George Steinmetz, a National Geographic photographer. A student raised his hand to ask a question, interrupting the presentation. But does Shibam really exist? Have you ever seen it? Daniel replied that it was too dangerous to travel to Yemen these days, but so he had never been to Shibam, and added how he would love to go there someday. But sure, Shibam existed. This city, or this historical artifact, as Daniel framed it, had been one of the primary inspirations for building Masdar City, an eco-city that strove to be located in the future and that had its roots in a uniquely Arab past. In these presentations, the old city of Shibam lost its social, political, and even material qualities and became part of the imaginary world of Masdar City. Did Shibam really exist? No one in the audience, including the architects, seemed to have experienced Shibam firsthand. Seen in a bird's eye view photograph in the first Foster & Partners slideshow, Shibam's qualities complemented those of Masdar. Shibam stood in for a mythical Arab past relegated to lost history and unapproachable geography. In this context, Masdar City not only served as the materialization of a displaced longing for this past, it also epitomized the expectations for a mythical Arab future under construction in Abu Dhabi. The official opening of the Masdar Institute campus, perhaps a metonymical representation of Masdar City, was scheduled for November 23rd, 2010. And the students had important roles to play in the opening ceremony. And here you can see some students posing with Norman Foster, and this is the President and First Lady of Iceland in the image. So a day before the event, all of the students received an email attachment with instructions on where they would be stationed throughout the ceremony and how they would approach the high-profile visitors to the building, such as Sheikh Mohammed.
the Crown Prince of Abu Dhabi. The document specified, you need to identify yourselves and greet the guests by saying, thank you for coming to Masdar Institute inauguration. We're delighted to have you here. We will show you to the PRT cars. While 6 students were to welcome visitors at the PRT station, 14 others were asked to be present at the Knowledge Center, reading, working on laptops, checking books at the first floor of the library, so as to allow the visitors to experience the building in operation. The remaining 100 or so students would be stationed at different locations on campus at different times. The students were provided with a fact sheet with answers to questions such as what makes Masdar City special, as well as reference points for their potential conversations with guests. They would redeploy Masdar's marketing campaigns, this time through informal conversations, while making use of the half-working material artifacts on site as props. What they staged would serve as a natural representation of the future of Masdar Institute, with busy students absorbed in their work, reading, working on laptops, checking books at the first floor of the library. When presenting the institute, somehow made more sense to introduce that abstract future rather than showcasing the current state of indeterminacy the fledgling institution was trying to overcome. In this performance, the students did not only pretend to exist in the future, they also demonstrated the perpetual potential of the project. And here, this is an image of the pod cars that they were using. These narratives were very significant in shaping Masdar, but before closing, let's take a quick look at how exactly the spaceship gets fueled. And in this image here, you can see the beam down concentrated solar power station, which was a collaborative project carried out by MIT and the Masdar Institute researchers inside Masdar City. So as some of you may know, Abu Dhabi is perceived to be a good location for harnessing solar energy. However, according to Mahmoud, a 30-something Egyptian-born engineer at Masdar, this perception was not completely accurate. So upon finishing his PhD at an American university and wishing to be closer to home, Mahmoud had accepted a position at Masdar as his first job. And as we chatted outside this solar power station, he stated that high levels of dust and humidity were blocking direct solar rays and causing thick coatings on the solar panels, diminishing their effective function. Although we can't fix the first problem that easily, we found a solution for the second problem, he continued. We call it a man with a brush. In Mahmoud's understanding, the man with a brush, a worker dedicated to gently wiping away dust and mud from the solar panels. Sorry, do you hear me? I'm sorry to interrupt you. Could you conclude in 2 minutes? Yes. In Mahmoud's understanding, the man with a brush, a worker dedicated to gently wiping away dust and mud from the solar panels, became part of the picture only to reveal the infrastructural potential embedded in the solar panels. Man with a brush could perform a feat that extensive technological innovation couldn't so far handle and was fundamental to the emergent renewable energy sector of Abu Dhabi. The man with a brush was South Asian, or perhaps from the Philippines, and he shared a room with other workers in a labor camp outside Abu Dhabi, and he walked around the Masdar City site cleaning solar panels on a daily basis. Overall, the immigrant labor force served as a most effective and essential resource for the functioning of renewable energy infrastructure in the UAE. Yet these humans who were making the infrastructures work were most often perceived as disposable tools. Masdar City attempted to help humanity fight climate change, but its understanding of humanity was particular and selective. It did not include the man with a brush. At Masdar City, oil would cease to be the main currency. Driverless electric cars, electric pods would replace cars, and environmental problems would be avoided through meticulous research and technological discovery. Relayed as a science and fiction style narrative, the social and political injustices did not seem to matter much. Okay, I'll end here. Thank you so much. And apologies for the technical issues at my end. Merci beaucoup. À part les 2 petites interruptions, on vous a très bien entendu et on a très bien vu les diapos. Donc, tout va bien. Merci beaucoup à vous. Je propose de prendre les questions dans la salle et puis les questions qui sont en ligne.
Donc, je ne sais pas comment vous avez procédé tout à l'heure. Oui. Merci. Donc, rebonjour. J'ai peut-être une question qui peut être posée aux deux dernières intervenantes. Je vous remercie pour vos présentations. Et ce serait de savoir s'il y a des voix dissonantes par rapport au projet urbain mis en place au sein de la population émirati, en l'occurrence. Et est-ce qu'il y a des projets alternatifs ou des contre-projets qui existent? Est-ce qu'ils sont entendus? Et j'ai aussi une question sur la réhabilitation du patrimoine local historique, sur la façon dont il est pris en compte en fait dans les projets urbains actuels. Voilà. Merci. Oui, s'il y a d'autres questions dans la salle, oui, puis après on fait le groupe de questions. Oui, vas-y. Allez, super. Bonjour. Une question sur que... oui. Les gens du Golfe, généralement, on pense très business. Et leur approche, généralement, c'est business, SWOT analysis, tout ça, ils aiment bien tout ça. Et dans le rapport du GIEC avec +4, il y a des dires que la vie dans des villes comme Abu Dhabi, Dubaï serait presque impossible. Est-ce que vous avez vu dans les rapports, ou pas les rapports, mais généralement la pensée là-bas de la population sur des températures, parce que même avec des systèmes de refroidissement performants, c'est assez difficile, même pour sortir, quand on a une 70 degrés de température ambiante. Alors, Roman, et puis en fait, je vais quand même lire les questions parce qu'il y a des convergences dans les questions. Donc, elles sont rapides, les miennes sont rapides. Pour réagir au cas de Masdar, donc en m'adressant à Gökçe, c'est vrai que ce qui est fascinant, c'est qu'on a l'impression que le succès de l'opération n'est plus l'enjeu, c'est-à-dire que ça aille au bout ou pas, c'est pas tant la question, parce que ça a déjà permis, et le travail de Gökçe le montre, aux porteurs du projet, aux autorités émiriennes, d'exister dans des réseaux fous, des réseaux internationaux, des réseaux d'influence incroyables. Et j'aimerais justement savoir si Gökçe a pu assister à ce qui se disait dans ces réseaux auxquels participent les Émiratis au titre de leur savoir-faire, de leur avant-garde en matière effectivement de villes nouvelles, écologiques, intelligentes, etc. Et effectivement, ça se passe là probablement désormais plus dans les instances américaines ou en tout cas internationales que in situ. Et puis j'aimerais aussi moi avoir l'avis tout simplement d'Emmanuel Evenot sur le cas d'Abu Dhabi en général. Est-ce que ça fait écho effectivement aux catégories qui sont les siennes? Voilà, on ne va pas y revenir ici, mais voilà, quel est son regard sur le cas d'Abu Dhabi qu'on vient de présenter? Alors, juste rapidement, si par analogie à la France et à l'Europe, s'il y a des réglementations dans les pays arabes, enfin dans les Émirats, du type empreinte carbone, réglementation thermique des bâtiments, aussi par rapport aux normes des voitures, etc. Alors, du coup, je vais poser des questions qui sont en ligne. On va laisser répondre Emmanuel et puis Gökçe, puis après Laure. Donc, une question pour Emmanuel Evenot. Quid de Singapour qui essaye de combiner les deux à la fois sur la Smart City Nation et sur la Green City? Y voyez-vous dans ce modèle singapourien l'hybridation de ces deux tropismes que vous évoquez? C'était clair la question?
Oui, c'était parfaitement clair. Pour Laure, eh bien, Abu Dhabi s'inspire de Singapour aussi, peu ou prou, hein. Et puis, une autre question pour toi, Laure. Pourrait-on donc dire que la ville intelligente génère aussi de nouveaux marchés pour assurer l'après-pétrole? Quid des concurrences entre Abu Dhabi, Neom, Doha dans les pays du Golfe? Merci. Donc, Emmanuel, si vous voulez répondre, commencez. C'est amusant parce que j'ai cité tout à l'heure dans mon intervention un romancier cyberpunk, William Gibson, à qui on doit le terme cyberspace. Mais on lui doit d'autres choses à William Gibson, et on lui doit en particulier un article assez amusant sur Singapour, article qui date du début des années 90 et dont le titre était « Singapour, Disneyland, la peine de mort en plus ». C'est évidemment un titre très, très provoquant, bien sûr, mais ça illustrait quelque chose qui a fini par être atténué au fil des décennies, en fait. Singapour, c'était effectivement un peu un univers, d'une certaine manière, de la surveillance et du contrôle social le plus abouti qui soit. Même depuis mes toutes premières années, je m'étais beaucoup intéressé au modèle singapourien parce que c'est véritablement l'un des modèles les plus anciens qui soit, les plus aboutis, les plus ambitieux à tous égards en matière d'utilisation de l'informatique dans un premier temps et puis des technologies numériques dans un deuxième temps. Et ceci en particulier pour obtenir le meilleur contrôle social possible. Et d'une certaine manière, je crois que le fait que maintenant Singapour quitte ce tropisme, en tout cas dans les discours officiels, pour aller du côté du développement durable, eh bien, c'est d'une certaine façon une volonté qui consiste aussi à migrer de cette image qui a été construite autour de la réussite singapourienne et qui peut lui poser problème au moment donné tout de même, parce que ce n'est pas une référence démocratique très heureuse dans bien des cas. Et d'une certaine manière, ça lui permet de se racheter une conscience, me semble-t-il, que de verdir au maximum ces politiques urbaines. Voilà. Alors ça, c'est le premier aspect. Puis j'en profite peut-être pour réagir à la question d'un interlocuteur précédent qui me sollicitait pour donner un avis sur le cas de Masdar. Je trouve que ce qui est très intéressant dans le cas de Masdar, c'est que ça a été parfaitement décrit. C'est clairement une utopie. Alors, c'est une utopie qui, d'une certaine manière, s'articule sur toute une série de discours de type fictionnel. Hein. Alors, la conquête de la Lune, les grandes utopies du passé, les villes mythiques, etc. etc. Donc, c'est clairement une utopie, et en cela, c'est très intéressant, dans le sens où l'utopie, là, dans ce cas-là, elle n'a pas de vertu à être un exemple réplicable, elle a juste à démontrer un savoir-faire et la pureté d'une doctrine, en quelque sorte, ou d'un discours. C'est une vitrine extraordinaire, Masdar. Ça donne très envie d'aller visiter quand on voit ça, bien sûr. Hein. Et en même temps, c'est assez redoutable parce que, un petit peu à l'instar des utopies, je ne sais pas s'il y a dans la salle, si tout le monde a lu l'œuvre de Thomas More, ce qui est extraordinaire dans l'œuvre de Thomas More, c'est aussi la question du contrôle social. C'est un contrôle quasi absolu. Hein. Chacun est exactement à sa place et ne peut pas s'en écarter à aucun moment, y compris le roi. Enfin, tout est exactement à sa place, tout est réglé une fois pour toutes, tout est réglé par le texte en quelque sorte. Et là, j'ai l'impression qu'il y a un jeu de mots, me semble-t-il, peut-être intéressant. On passe du texte, le texte de Thomas More, à l'hypertexte, en quelque sorte. Donc maintenant, on n'a plus un texte, on a de l'hypertexte. Mais c'est à peu près le même genre de processus. C'est-à-dire qu'en fait, on a un ensemble de visions, un ensemble de discours qui sont là pour tout régler, qui ont tout prévu d'une certaine façon, y compris sur, je ne connaissais pas, moi, ce musée du futur à Abu Dhabi. Ça aussi, c'est en termes, on va dire, de projection, tout à fait étonnant. Merci beaucoup, Emmanuel. Gökçe, si vous voulez répondre, if you want to answer the questions. Hi, thank you for the discussion. I
can respond, maybe I can start by responding to Lana Salman's question, which is about sort of the role of knowledge in producing the spaceship. So I think it's no accident that the first building that was built in Masdar City is a renewable energy and clean technology research center. So the idea was that all the experiments taking place here would lead to the production of startup companies that would then allow Abu Dhabi to sort of transform into a certain kind of tech hub. So oil revenues could be replaced by revenues coming from sort of a future clean tech industry. And the imagination was at the time that Masdar City would become something like a Silicon Valley for renewable energy and clean technology projects. And the fact that Abu Dhabi was already very heavily invested in energy networks would help the Emirate to transform and sort of translate its expertise into sort of the renewable energy, clean technology sector easily. But at the same time, I think there's a separate sort of maybe another kind of way of thinking about knowledge in this context is sort of maybe the role of experimentation and the role of sort of and the way in which experimentation allows or sort of prohibits certain forms of sort of certain imaginations of the future. So for instance, one of the experiments that I followed taking place at Masdar City that I wrote about in my book is about sort of the production of a energy-based currency. And in order to sort of understand how and to formulate this energy-based currency, the scientists and sort of researchers, postdocs, etc., Masdar had to track the sort of the electricity and water use amongst all the students who lived on the Masdar Institute campus, and sort of test out different kinds of strategies for how they could manipulate electricity and water use. The idea was that in the future, all sort of the dirham, which is the UAE's national currency, could be sort of abolished and instead be replaced by kilowatt hours. And by paying people in kilowatt hours, they could sort of, again, sort of introduce a cap and trade system that would limit or generate an awareness of how much electricity and how much water they use, and also limit their sort of resource consumption. And so, and while this project was taking place, I mean, again, I write about the sort of the more technical details of the project in the book, but I think what's interesting in terms of the sort of the question of knowledge is sort of how the idea of sort of of knowing the sort of the resource consumption patterns was seen as a sort of a precondition to generating a sort of environmental sensibility. So the scientists at work there said that they were creating a technocratic dictatorship by producing this kind of this smart infrastructure. But at the same time, they saw this technocratic dictatorship as being inevitable. So either you produce a certain kind of, inflexible environment, such as the sort of the one that they dreamed of, or you let go of sort of your environmental ambitions. So the idea was then that you had to make compromises in order to sort of, in their words, sort of save the planet, right? So I think it's an interesting sort of tension that you see between the sort of the ideas of flexibility and sustainability, where it becomes impossible to sort of maintain a sort of a certain kinds of liberal freedoms, while at the same time aspiring for environmental ambitions. And in that sense, I guess this is a sort of a very different understanding of knowledge, but it becomes important to sort of generate new experimental styles through which you understand sort of people's sort of private consumption patterns. And the fact that this was being done in Abu Dhabi is, I think, interesting too, because it's it was a place where this kind of experiment could take place, unlike the US, where sort of, say, research ethics would not allow for smart city-based experiments. So I don't know if this answers your question, Anna, but anyway, I'd be happy to talk about it more. Thank you. Thank you so much. Alors, je vais essayer d'être rapide. Je voulais d'abord réagir sur la comparaison avec Singapour, qui effectivement est très pertinente, à la fois parce que les villes émiriennes
se sont directement inspirés du modèle singapourien, mais aussi parce qu'il y a beaucoup d'autres parallèles en fait en termes aussi de composition de la société urbaine, de la proportion de travailleurs migrants, des discours sur la diversité, la coexistence, etc. Et donc, je trouvais assez drôle que Emmanuel Evenot mentionne Gibson, parce que l'article de Gibson sur Singapour a inspiré un article de Mac Davis sur Dubaï, où il ne parle pas de Disneyland with the Death Penalty, mais de Disneyland meets Albert Speer, l'architecte du Troisième Reich. Et donc voilà, donc c'est un discours critique sur Dubaï qui est en fait assez intéressant, parce qu'on peut aussi assez facilement le déconstruire quand on regarde les références de l'article de Mac Davis. Ils se fondent beaucoup sur des annonces en fait, de projets immobiliers, dont la plupart, on est maintenant, je pense, 15 ans après son article, dont la plupart, en fait, n'ont jamais vu le jour. Donc, il y a aussi un effet comme ça de discours sur, en fait, les discours officiels ou sur les images. Et souvent, il y a une espèce de fossé avec les pratiques qu'on a vues avec Masdar, etc. Ce qui est drôle aussi, c'est qu'en fait, il y a énormément de discours sur les villes du Golfe en particulier, qui mobilise le vocabulaire de la science-fiction, des utopies et surtout des dystopies. Alors qu'en fait, les imaginaires mobilisés sont plutôt de la science-fiction très classique, en fait, presque obsolète maintenant. On l'a vu avec la conquête spatiale. Gökçe a parlé de l'imaginaire de la frontière, etc., qui est un imaginaire très américain. Le musée du futur à Dubaï est plein de vocabulaire sur les pionniers. Donc, il y a vraiment cette idée voilà, de défricher un nouvel espace, etc., enfin, des imaginaires finalement très classique. Dans la même lignée, une réponse sur comment est-ce qu'on va faire avec les températures qui augmentent, etc., et le fait que ce sont des villes qui, de fait, si on prend en compte le changement climatique, ne sont pas durables ou ne peuvent pas continuer à exister dans ces circonstances-là. Il y a justement ce discours-là précisément mobilise cette idée, et l'idée que ce sont déjà des sociétés qui existent dans un environnement qui est montré comme hostile. Et c'est aussi, il y a tout un imaginaire du désert en fait, qui a changé avec les régimes d'historicité dont j'ai parlé, avec ces ruptures, etc., où c'est plus du tout un environnement rempli, vivant, etc., mais un environnement voilà, désert, hostile, qu'on peut exploiter économiquement, mais aussi contre lequel on doit se battre. Bon, ça, c'est d'autres préoccupations. Mais il y a aussi tout en lien direct avec ce que disait Gökçe, par exemple, il y a tout un projet d'exploration spatiale et notamment de création d'une ville sur Mars qui va être testé dans le désert à la sortie de Dubaï, avec l'idée que les conditions de ce désert-là sont comparables, enfin on peut créer des conditions comparables à celles de la vie sur Mars, etc. Donc il y a vraiment l'idée de... en fait, la solution, c'est l'innovation technologique, les investissements, l'intégration de la durabilité avec la croissance économique, et c'est comme ça qu'on va trouver des solutions, etc. C'est clairement l'orientation prise par ces politiques. Juste très rapidement sur les réglementations carbone, il y a des formes de régulation. Il y a une institution qui s'appelle Istidama, qui veut dire durabilité, qui attribue des perles aux bâtiments à Abu Dhabi. Et donc, on a un nombre de perles en fonction du degré de compliance avec les régulations écologiques, etc. Je sais pas trop ce que ça vaut, c'est souvent assez critiqué par les gens qui travaillent dans ce domaine. Et il y a aussi en fait souvent une volonté de répondre à des normes globales. Donc par exemple le pavillon émirien, le pavillon national émirien à l'Expo de Dubaï, c'est écrit partout qui répond à une régulation, je crois que ça s'appelle LEEN, L-E-E-N, et c'est donc une institution américaine qui attribue ça. Bon, je vous avoue, c'est un domaine que je ne connais pas très bien, donc je laisserai d'autres plus compétents en dire plus. Et je termine sur les voix dissonantes, les contre-projets, etc. Alors, je suis très contente que vous ayez posé cette question, parce qu'en fait, c'est en réalité ce sur quoi je travaille le plus, plus que sur ces discours officiels. Et ça va directement avec votre autre question sur la réhabilitation du patrimoine urbain, parce que donc il y a très peu de voix dissonantes publiques, puisque justement ces questions urbaines, ces questions environnementales, etc., sont tellement saisies par le pouvoir, en fait, par l'État émirien, que dire quelque chose de négatif ou énoncer un contre-discours, ce serait directement une critique politique qui est illégale, qui est passible de répression, et c'est un pays extrêmement répressif de ce point de vue-là, les Émirats, il n'y a pas de liberté d'expression. Donc, il n'y a pas de discours direct critique sur ces questions-là. Il y a des discours en privé
qui sont critiques, et notamment toutes les évolutions dont j'ai parlé de la ville émirienne. Une fois qu'on a abandonné le projet de modernisation, toute la création des îles autour d'Abu Dhabi, etc., sont souvent considérées par les citoyens émiriens, par une bonne partie d'entre eux en tout cas, et par une partie des résidents étrangers de longue durée, comme des développements qui sont faits pour les touristes, pour les expatriés occidentaux, et donc qui ne s'adressent pas à la population. Ils ne sont pas là pour servir la population nationale, mais plutôt pour servir les ambitions de la famille régnante et les étrangers, vraiment étrangers, quoi, ceux qui ne sont pas là depuis longtemps. Donc il y a à la fois ce type de critique en privé, et il y a aussi en fait beaucoup d'initiatives et de discours nostalgiques parmi la population, et notamment parmi une grande partie des jeunes adultes que j'ai étudiés, des discours nostalgiques sur les versions précédentes de l'espace urbain, donc celles dans lesquelles souvent ils ont grandi, qui sont maintenant représentés aussi et saisis très largement par beaucoup d'artistes émiriens et expatriés qui ont grandi aux Émirats, qui justement mettent en scène ces espaces. Il y a notamment un monument à Abu Dhabi qui s'appelait la fontaine volcan, la Volcano Fountain, qui existait sur la corniche et qui caractérisait la corniche des années 80-90, qui a été créée dans les années 80, mais qui a été ensuite détruite dans les années 2000. Et c'est devenu un espèce de pivot comme ça, ou de point de fixation de ces imaginaires nostalgiques. Et donc il y avait très récemment une exposition qui reprenait cet élément, qui a été partagé partout sur les réseaux sociaux, etc., par cette génération. Donc il y a vraiment des formes d'identification autour de cette nostalgie, qui sont, je pense, le degré le plus politique auquel ces discours peuvent arriver, peuvent exister. Voilà, merci. Merci à toi, merci à tous. Romane, je repasse la parole à... On n'a pas vraiment vocation à conclure, il est... Oui, viens, Roméo, viens. Non, on va pas garder les gens plus longtemps, mais merci. Enfin, bon, je commence à dire merci parce que merci à toutes et tous. On a été dans plein de directions, tout ça est passionnant, donc moi je suis très content d'avoir pu faire cette journée qui est peut-être le début d'autres aventures. J'adresse quelques remerciements, puis tu le referas. Voilà, on peut répéter les remerciements encore une fois à toute l'équipe du CAREP, Racha qui était là, vraiment tous les collègues de Racha dont j'ai pas les prénoms. Vous avez fait un travail incroyable d'accompagnement logistique et technique. Merci beaucoup. Un grand salut à Isabelle. Un merci à tous les participantes, à tous celles et ceux qui sont restés connectés pour suivre nos débats. Puis je passe la parole à notre chef d'équipe, voilà Roméo, pour le mot de la fin. Et merci au modérateur aussi, Bénédicte, qui a au pied levé remplacé aussi nos collègues qui n'étaient pas là. Voilà, merci. Oui, merci. C'est à mon tour de terminer et conclure. Je n'ai presque rien à dire, sauf revenir sur les remerciements. On est très bien ici, merci. Pour moi, c'est la première fois physiquement ici, donc c'est déjà quelque chose. Et ce que je garde, c'est la grande richesse des directions de réflexion qui ouvrent presque nécessairement à une autre réflexion sur qu'est-ce que faire de la low-tech dans notre ville de futur, et on pourrait réfléchir pour la prochaine fois, pour une prochaine fois. L'idée, comme je vous ai dit ce matin, l'idée est celle d'essayer de mettre ensemble, de travailler ensemble au moins pour faire un point, une journée comme celle-là, au moins une fois par an. Il ne faut pas imaginer d'en faire plus, on n'y arrivera pas. Et donc là, c'est le pari qu'on se met. Je remercie moi aussi les absents à partir d'Isabelle qui n'a pas pu être là. Je remercie les gens à distance qui nous voient via cette vidéo qui est énorme et super, merci. Et je pense que là, c'est plutôt le moment pour conclure, à remercier les pauvres interprètes, oui, les pauvres interprètes, surtout parce que de temps en temps, on part à des vitesses non négligeables, mais on essaie de mettre tout dans 15 minutes, donc il faut comprimer. Et donc, merci beaucoup. Et oui, je reviens comme on avait lancé ce matin. L'idée est peut-être
peut-être il vaut la peine de structurer, peut-être consolider une partie des réflexions dans quelque chose d'écrit. Et là, ce sera plutôt notre charge de revenir vers vous et on le fera pas vraiment tout de suite, mais dans les semaines qui viennent. Donc, merci beaucoup et à la prochaine.